Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Samuel, bienvenue dans le podcast. Salut Justine, merci beaucoup. Je te laisse te présenter, toi et tes activités professionnelles et artistiques. Alors je m'appelle Samuel, j'ai 25 ans, je viens de Paris et je suis musicien, chanteur, auteur-compositeur. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu depuis quand tu t'intéresses à la musique ? Je m'intéresse à la musique depuis littéralement toujours. Je viens d'une famille où on aime beaucoup et où on fait très naturellement de la musique à la maison. Mon papa il chante beaucoup et il joue de la guitare. Et tous mes frères et sœurs jouent d'un instrument ou chantent. Voilà, vraiment pour le fun. Donc la musique a toujours eu une place hyper importante dans ma famille, donc du coup dans ma vie. Et ça a commencé comme ça en tout cas. Ça a commencé comme quelque chose d'hyper naturel et ça a commencé comme quelque chose d'hyper naturel et hyper innocent. Et est-ce que du coup tes parents gagnaient leur vie autour de la musique ou ça c'est vraiment toi qui a commencé ? Ah non, mes parents sont pas du tout musiciens professionnels. C'est moi qui ai décidé de choisir une carrière musicale, professionnelle, mais c'était pas du tout un choix que mes parents m'auraient dit de prendre ou quelque chose comme ça. Donc non, j'ai plutôt osé faire ce pas-là dans ma famille, mais non, mes parents sont pas du tout des musiciens professionnels. Je pense que tu pourras le développer un petit peu après, mais est-ce que... Donc tu dis que c'est pas un choix qu'ils auront encouragé, Ouais. mais est-ce que par contre, une fois que tu l'as fait, ils t'ont soutenu ou ça leur a quand même fait vraiment peur ? Non, ils m'ont soutenu surtout parce que je leur ai pas laissé le choix. Mais si je leur avais demandé, ils m'auraient plutôt dit de faire des études et de continuer mes études et de garder ça comme quelque chose pour le fun, quoi. Ce que je soutiens aussi, je pense que c'est avant tout quelque chose qui doit être une passion. Il faut pas que ça se transforme en une obsession professionnelle ou il faut pas oublier que... Enfin, moi, je pense que quand on fait le choix d'être artiste, c'est avant tout pour soi-même, même si ça paraît un peu égoïste, mais dans le sens où si demain je suis artiste mais que personne m'écoute et que je chante, je sais pas, même si demain il faut que je chante dans la rue pour être artiste, je le ferai parce que c'est le choix que j'ai fait en voulant devenir artiste, et c'est pas le fait de remplir des salles ou d'être une star qui, pour moi, veut dire que t'es un artiste. En fait, c'est très vrai parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faut remplir telle salle ou telle chose. Or, c'est pas quantifiable en fait, le fait d'être artiste. Je pense qu'on peut juger la carrière et la réussite professionnelle et le succès d'un artiste dans un pays ou quoi, mais je pense pas qu'il faille réduire un artiste au succès que son art va avoir. Je pense que c'est deux choses complètement différentes. C'est clair. Et donc si ça a toujours fait partie de ta vie, c'est à quel moment que tu t'es mis vraiment à jouer d'instruments, à chanter ? Autour de 15 ans, 16 ans. Ah oui, donc quand même beaucoup plus tard. Ouais, beaucoup plus tard, j'ai commencé à plus prendre confiance en moi et plus m'intéresser, me cadrer, et j'ai commencé du coup à apprendre à jouer du piano. Et très rapidement après, j'ai utilisé le fait de pouvoir jouer d'un instrument pour m'accompagner et pour composer et écrire. Donc c'est à cet âge-là que j'ai commencé. Attention, parce que c'était complètement nul ce que je faisais. Comme tout le monde quand on commence la musique. Non, je connais des gens qui littéralement n'ont jamais pris de cours de chant, jamais de cours de rien, et qui du jour au lendemain, tu vois que les gens c'est des stars de ouf, quoi. Ah, c'est quand même assez rare. Ouais, c'est rare, je pense. Mais non, en soi, le côté création de chansons, il a pris du temps à vraiment arriver, à se façonner pour ma part. Et donc je chantais depuis toujours, mais le fait de créer des chansons, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai eu la chance de pouvoir apprendre en observant des gens hyper talentueux. Alors est-ce que tu peux raconter comment tu as eu accès justement à ces gens-là ? Ouais. Je vivais à Londres à ce moment-là, et littéralement au culot, j'ai commencé à envoyer des messages à des producteurs que je trouvais sur les réseaux sociaux, des arrangeurs, des gens qui avaient des studios. Genre vraiment au culot, j'aimerais bien faire de la musique, si on se rencontrait, on faisait quelque chose ensemble sans pression. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a plein de gens peut-être que c'est lié à l'ouverture d'esprit qui est très présente en Angleterre et je pense un peu moins en France, mais il y a plein de gens quand même qui ont des carrières plutôt notables qui m'ont répondu alors que j'étais absolument personne et qui n'ont pas hésité à me dire passe au studio et on voit, quoi. Et évidemment que
dans le pire des cas, c'est nul et on se reparlera plus jamais, mais c'est pas très grave. C'était juste vraiment de la curiosité des deux côtés. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont montré et qui m'ont, entre guillemets, appris. Et j'ai puisé un peu tout ce que je pouvais puiser dans chaque rencontre que j'ai fait, que ce soit à Londres ou après en venant à Paris et en travaillant avec des gens en France aussi. Et, euh, et ouais, je pense que c'est un super moyen de se développer quand on veut évoluer dans un milieu ou une industrie. C'est en étant hyper ouvert et en regardant tous les gens qu'on va avoir l'opportunité de croiser, regarder leur méthodologie, leur manière de travailler. Et pour moi, j'ai fait ça pour ce qui est de la composition et de l'écriture. Je pense que tu donnes un vrai conseil. Enfin, ouais, c'est une phrase qu'on m'a dit quand je me suis lancée dans les médias. Parce qu'on m'a dit, n'hésite pas à contacter des gens, les gens adorent parler d'eux. Ouais. Et en fait, c'est assez vrai. Je sais que je m'étais retrouvée à écrire des messages privés sur LinkedIn à des gens juste pour dire, j'ai besoin de comprendre ce que tu fais dans la vie. Ouais, bah, c'est hyper intéressant. Ouais, et en fait, souvent, les gens répondent. Ouais. Ouais, c'est un vrai gros conseil Bien à sûr. donner. Enfin... Et je pense que, même moi, par exemple, je me mets de l'autre côté, je pense que j'aurais plus de facilité et plus envie de répondre à demain quelqu'un qui m'envoie un message hyper innocent et qui me dit voilà, je m'y connais rien mais j'aimerais trop, je sais pas, quelque chose d'hyper innocent. Je pense que je répondrais plus facilement à ça que quelqu'un qui va essayer un peu de s'inventer un genre ou d'essayer de m'impressionner ou quoi. Je pense que dans la vie, le plus naturel tu es, le plus les gens vont le ressentir et ça va leur plaire. Et faut pas avoir peur de recevoir un non quand on va demander quelque chose, parce que le non tu l'as déjà. Si cette personne elle t'a jamais parlé, bah t'as rien à perdre à toi-même aller lui parler, je pense. Ouais, c'est clair. En fait, on peut avoir que des bonnes surprises comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et avec qui, du coup, t'as eu l'occasion de composer dans cette période-là ? Cette période-là, j'ai travaillé, c'est un grand mot, mais on va dire j'ai beaucoup expérimenté avec des réalisateurs, producteurs à Londres et aussi à Los Angeles. Je voyageais beaucoup là-bas à cette période-là. Enfin, un peu plus tard, vers 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et des gens super passionnés et passionnants. Et ensuite, en arrivant à Paris, j'ai réussi à rencontrer quelques producteurs français, notamment John Maman, qui est assez connu en France et qui est une des premières personnes à m'avoir vraiment ouvert les bras et fait confiance et à m'avoir écouté et à m'avoir donné des vrais conseils et m'avoir conseillé sans jugement, etc. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a plusieurs années et avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Un des titres de mon album a été composé par John Maman. Donc, okay. Ouais, c'est un cycle. C'est une vraie rencontre. C'est une vraie rencontre qui est vraiment pure et honnête, parce qu'on n'a jamais essayé de se tirer quoi que ce soit l'un de l'autre. C'est vraiment honnête. Il a toujours été gentil avec moi et il a toujours voulu me montrer des choses qui pouvaient me faire évoluer. Et ouais, je lui ai toujours montré ma reconnaissance, quoi. Ça, c'est hyper précieux, ce genre de parrain un peu. Ouais. Après, c'est vrai que des rencontres comme ça, j'en ai fait plein. Et faut pas oublier les gens qui, entre guillemets, croient. C'est même pas une question de croire, c'est une question de qui t'ouvrent leurs bras dès le début quand t'as rien. Bah, je pense que c'est eux qu'il faut retenir sur le long terme. C'est clair. Ouais. Du coup, tu dis que tu as commencé vers 15-16 ans à faire du piano. Je pense que tu as appris très très vite. Ouais. Comment tu as commencé ça ? Est-ce que tu es allé, je sais pas, au conservatoire ? Est-ce que tu as appris seul ? J'ai tout appris sur YouTube. Et je pense pas être un grand pianiste, parce que j'ai appris un peu de manière autodidacte et j'ai appris les accords américains sur YouTube, et moitié technique, moitié à l'oreille. Et je pense pas avoir appris d'une manière très académique, mais j'ai appris tout seul dans ma chambre. Ouais. Et au début, juste en regardant des vidéos sur YouTube. Ouais. Et au final, ça a été une révélation, parce que ça allait très vite après. Bah, le piano, en soi, non. Parce que je suis pas passionné de piano. Okay. Mais c'est le fait de pouvoir un peu s'accompagner quand on chante et de pouvoir quantiser la musique qu'on veut faire. Et c'est ça qui m'a amené plus tard à réaliser mes titres. C'est grâce en sachant jouer du piano ou un instrument, parce qu'on peut plus tard produire un titre ou faire les arrangements d'une chanson. Donc oui, c'est plus le côté création qui m'a passionné très vite, plutôt que le piano lui-même. J'adore le piano, mais je suis pas un grand pianiste. Tu joues d'autres instruments ou tu es resté vraiment sur le piano ? Non, je ne joue que du piano. Du coup, j'imagine que quand on commence à 15 ans la musique,
T'avais déjà à la base un autre projet de vie professionnelle en tête? À 15 ans, c'était pas professionnel, c'était juste par pure passion et limite, c'était peut-être pas une bonne chose parce que à 15 ans, on doit plus se concentrer sur ce qu'on doit apprendre à l'école ou le bac, etc. Donc en vrai, c'était pas du tout quelque chose de construit. À 15 ans, j'aimais juste de plus en plus la musique, mais j'avais plutôt comme projet professionnel de continuer mes études et de pas du tout être artiste. Et c'est vraiment plus tard, après le bac, qu'il y a eu un petit tourment. Est-ce que tu savais un peu ce que tu voulais faire quand même à la base? Si c'était pas artiste, justement. Si j'étais pas artiste, j'aurais adoré travailler dans le marketing. Ouais. La communication. Pas dans le domaine artistique, je pense, mais ouais, dans le marketing, c'est quelque chose qui me plaisait. J'avais commencé à faire des études de commerce et de marketing que j'ai vite abandonné, du coup, pour la musique. Ce qu'est l'industrie musicale fait que tu es quand même obligé de faire aussi de la communication et du marketing, mais sur tes propres projets. Donc au final, c'est pas si éloigné, je pense, de ce que tu fais. Ouais, bah c'est vrai que je pense qu'un artiste aujourd'hui se market un peu lui-même. Parfois ça peut être malsain, ça peut être bizarre, mais je pense qu'il faut vivre avec son temps. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une place trop importante pour pouvoir avoir le luxe de négliger ça. Donc je pense que c'est important effectivement de comprendre son projet, comprendre qui on est artistiquement et savoir refléter ça de manière cohérente. Et c'est un travail littéralement aujourd'hui. Et du coup, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te pèse un peu de devoir justement te vendre tout le temps sur les réseaux, si tu le fais assez naturellement? Non, franchement, j'ai pas l'impression de me vendre sur les réseaux, donc ça va. C'est plutôt, il faut un cadre et il faut, je pense, il faut cadrer ce que tu partages avec ton public et je pense que c'est important de faire ça premièrement pour le bien du projet, que ce soit un album, un single ou quoi, sur le long terme. Et aussi pour l'artiste lui-même, je pense que c'est important de savoir qui il est en tant qu'artiste, pas en tant que personne à la maison avec ses amis, mais qui je suis artistiquement, qui je suis en tant que chanteur, ce que je montre à mon public et ce que je veux pas leur montrer, c'est important. Donc non, je trouve ça bien en fait aujourd'hui que les artistes aient complètement le contrôle de leur image, enfin la plupart ont quasiment le contrôle total de leur image grâce à Internet. Donc il y a du contre, c'est peut-être beaucoup de travail, mais je pense qu'il y a beaucoup de côtés positifs. Ça rend ce métier-là beaucoup plus accessible aussi, parce que t'as pas besoin d'être repéré pour commencer à faire quelque chose. Ouais. Moi je me suis fait repérer grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Et je pense que c'est de plus en plus comme ça aujourd'hui, donc c'est plutôt rassurant. Bien sûr. Aujourd'hui, les artistes se créent du coup leur propre carrière, donc je trouve ça génial, quoi. Ça laisse la place à beaucoup de gens, donc c'est génial. C'est top. Justement, quand tu fais ce choix, donc après le bac, tu as passé ton bac en France ou à Londres? À Londres, ouais, voilà. J'étais au lycée français à Londres. Ah voilà, ouais. Je me disais bac Londres, c'était bizarre. Bac français, oui, j'étais dans une école française. D'accord. Donc après, tu fais le choix d'une école de commerce, donc tu restes pas très longtemps. C'est combien pas très longtemps? Quelques années, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Quoi. Voilà, oui. À quel moment tu te dis, en vrai, je vais pas aller au bout? Au moment où je commence à voir que j'ai concrètement des réelles opportunités dans la musique, dans le domaine artistique en général, et que je me rends compte que c'est moins impossible que je le pensais. Et je me suis surtout dit, ok Sam, t'as 19 ans, si tu veux essayer quelque chose dans ta vie, bah c'est maintenant. Tu le feras pas dans 10 ans, tu le feras pas dans 15 ans. Donc prends le risque maintenant, et puis au pire tu reprendras tes études après. Et j'ai jamais repris mes études pour l'instant. Elles se matérialisent comment, ces opportunités, au début? Comme je te l'ai dit, des rencontres. Des rencontres prometteuses qui parfois n'ont mené à rien. Mais très peu de temps après ça, j'ai rencontré mon manager-producteur avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Et donc c'est ce genre de rencontre avec des gens avec qui tu fais confiance et que tu décides de partager complètement le risque que tu prends toi-même en décidant de faire ce métier. Et à ce moment-là, est-ce que tu as conscience dans quoi tu te lances? Dans quel univers, dans quel statut professionnel aussi? Tout ce qui est statut professionnel, non. Mais univers, oui. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis toujours, quoi qu'il arrive. Donc ouais.
Et là, donc, oui, tu me disais que tes parents t'avaient quand même encouragé. J'imagine que quand même le moment où tu vas leur annoncer que tu arrêtes des études de commerce pour te lancer dans la musique, Ouais. ils ont dû s'asseoir 2 minutes avant de te répondre. Ouais, mais je te jure que je leur ai tellement pas laissé le choix Ouais. que ils l'ont. Peut-être que j'ai même pas écouté leur réaction, leur réelle réaction. Je leur ai juste dit oh, puis ça va, je fais une pause et puis je reprendrai l'année prochaine si besoin ou quoi. Et puis, ou alors je ferai ma rentrée en janvier ou quelque chose comme ça. Évidemment que c'était que des bobards. Mais ouais. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté après? Genre, Bien dans les sûr. moments durs. Ouais. Bien sûr, je pense qu'un artiste, ça doute tout le temps. Encore aujourd'hui, je doute. J'ai confiance en ce que je fais, mais j'ai pas confiance Enfin, une carrière musicale, c'est quelque chose d'hyper subjectif. Des gens peuvent se reconnaître dans ce que je fais, d'autres non, des gens peuvent aimer. Je reçois tous les jours des messages de gens qui me disent qu'ils aiment ce que je fais, et des messages de gens qui n'aiment pas ce que je fais. Et non, on peut jamais être sûr à 100% quand on fait quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est normal, et c'est sain, et c'est bien de se remettre en question aussi. C'est clair. Après, je pense que, enfin, on le dira toujours, mais quand tu reçois des commentaires positifs, ça peut changer ta journée. Ouais. Mais recevoir des messages de critique, je trouve ça tellement injuste. Enfin, genre, que les gens écrivent ça. Ouais, après, on peut pas plaire à tout le monde, et c'est comme ça. Hein. Il y a des gens qui ont le temps de partager leur avis négatif, et bah s'ils ont autant de temps dans leur vie, tant mieux en soi. Mais effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus. C'est pas ce qu'il faut retenir, quoi. Et t'arrives à t'en détacher quand tu les reçois? Ouais. Avec le temps, j'ai appris à m'en détacher. Ouais, je pense que c'est pas naturel au départ. Non, et puis c'est toujours énervant hein, Ouais. quand quelqu'un déforme complètement quelque chose ou va exprimer un avis sur une chanson et que c'est hyper négatif. Mais c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Voilà. Il faut mettre son énergie dans ce qu'on peut contrôler, et je pars du principe que je prendrai pas personnellement quelque chose de quelqu'un que je connais pas personnellement. Donc, C'est clair. Là, du coup, ça fait maintenant plusieurs années que Ouais. tu vis de ça, que tu te concentres professionnellement là-dessus. Oui. À quel moment tu te dis, ok, là, cette fois, je sors mon projet solo? Je suis passé par plusieurs phases. J'ai commencé en sortant des singles. Ensuite, j'ai eu une petite période de recherche artistique où je me remettais beaucoup en question. Ensuite, j'ai intégré un collectif qui s'appelle Green Team. On était une dizaine d'artistes français. On a fait un album en commun avec des chansons sur le thème de l'environnement. Et on était en collaboration avec la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand. Donc, bref, des projets plus. J'ai eu beaucoup d'expérience en rencontrant d'autres artistes et en partageant des scènes ou des moments de studio avec d'autres artistes. Et ça m'a donné beaucoup de confiance. Et ensuite, d'autres rencontres, comme par exemple un duo que j'ai fait il y a 1 an avec Léa Castel, qui est une artiste que j'admirais depuis toujours. Et quand elle a accepté de chanter cette chanson avec moi, j'ai été complètement choqué. J'ai genre, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, cette chanson qui est dans l'album. Et je pense qu'il a fallu que je me crée aux côtés d'autres gens pour accepter d'avoir assez de confiance pour sortir un projet, un album. Voilà, parce qu'un album, je pense que c'est quand même une grosse étape pour un artiste, et c'est de la pression. Mais c'est du bonheur, quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album sur, au final, plusieurs années. Parce qu'il y a des titres qui sont sortis il y a plus d'1 an. Donc cet album, c'est vraiment un condensé de ma vie. Alors, tu nous raconteras après un petit peu les différents titres qu'il y a dedans, mais d'abord, j'aimerais savoir, justement, tu dis que Léa Castel, c'est une artiste que tu admirais et tout ça. Comment tu es rentré en contact avec elle? Et je lui ai envoyé un message. Et je la connaissais, je lui avais envoyé un message il y a quelques années pour lui dire que j'adorais ce qu'elle faisait. Et on était restés en contact, vraiment sans plus. On avait juste échangé et on s'était juste présenté. On s'était croisés quelques fois par hasard à des événements comme ça, complètement random. Et puis j'avais composé cette chanson qui s'appelle Celui qui te manquait il y a 1 an. Et je compose, j'écris la chanson, je la produis et tout. Et je l'aime beaucoup cette chanson, mais je me dis, il me manque vraiment quelque chose. Je voyais déjà un duo avec cette chanson. Donc je l'envoie à Léa et je me dis, bon, il y a plus de chances qu'elle se dise, il veut quoi lui, et qu'elle me réponde pas. Mais c'est pas grave, je vais quand même lui envoyer. Donc je lui ai envoyé la chanson.
en une première maquette complètement pourrie, qualité pourrie. Je lui dis écoute, j'ai fait ça, je te vois grave chanter cette chanson avec moi, je pense que c'est un duo, dis-moi ce que t'en penses, si ça te plaît, on se voit, et si ça te plaît pas, littéralement tu me dis si ça te plaît pas, je m'en fous, c'est pas grave. Et elle m'a dit directement, elle m'a répondu dans les 3 minutes, oui, trop chaud, trop chaud. Donc on en a parlé un peu au téléphone, et puis ensuite je suis allé chez elle un soir à 1h du matin, et j'ai enregistré sa partie de la chanson à 1h du matin, Dis donc. assis par terre dans son salon, avec son chien. On était vraiment en mode chill, on fait ça, et on voit si ça marche. Et on s'était vraiment dit, on se met pas de pression, on le fait, et si ça marche tant mieux. Et donc on l'a vraiment fait avec zéro pression. Et les voix que t'entends aujourd'hui encore dans la chanson, c'est les voix que j'ai enregistrées par terre chez elle à 1h du matin. Ah, vous avez même pas refait avec du matériel, du bon matériel, Ah, voilà. mais quand même, on s'est pas mis la pression pour le faire, et ça a bien rendu, donc je suis content. Ouais, parce que c'est une chanson sur laquelle ensuite vous avez fait un clip qui a On quand n'a même pas été fait de clip. Ah ouais? Non, on a fait J'ai vu une une vidéo, version, moi. on Voilà, a fait une petite oui. version live filmée. On n'a pas fait de clip parce qu'elle avait trop de projets à ce moment-là, et que on n'a pas fait de clip. Ouais. Et mais on a pu. Enfin, moi, c'est le titre dont je suis le plus fier, je pense, de ma carrière aujourd'hui jusqu'à cet album. Et justement, cet album, est-ce que tu peux nous le raconter un peu dans sa globalité, puis peut-être nous expliquer aussi quelques titres, puisqu'il est sorti le 18 octobre, c'est ça, sur toutes les plateformes. Oui. Et ben, c'est un album qui parle d'amour, et de plein d'amours différents, d'amour positif, d'amour plutôt post-amour, je vais dire. Et c'est un peu un voyage à une réelle histoire quand on écoute l'album dans le sens des titres. Et c'est des titres qui parfois veulent dire plusieurs choses à la fois. Je pense notamment au titre Marionnette, qui est une histoire d'amour, mais qui parle en fait de la pression qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux, et la pression de l'industrie musicale ou de n'importe quelle industrie artistique. Une fois qu'on réécoute la chanson 2-3 fois, on se rend compte que le message est un peu plus profond que juste une histoire d'amour. Et donc il y a plein de petits passages de l'album qui sont entre guillemets plus intéressants que seulement de l'amour. Mais même pour les titres dans lesquels je parle que d'amour, j'ai essayé de faire quelque chose de très profond et de partager mes expériences le plus vulnérablement possible. Je pense notamment au single Beau, qui est le single de cet album, que quand je l'ai écrit, ce titre, dès que je suis sorti du studio, je savais que ça serait le single de l'album, et c'est un titre que je trouve hyper puissant. Et justement, tu dis, quand tu es sorti du studio, j'aimerais bien savoir comment tu composes tes musiques. Est-ce que tu commences par l'écriture? Est-ce que tu commences par une mélodie en tête? Comment tu fais ça? Je commence par une mélodie instrumentale, donc où je vais jouer une petite mélodie au piano ou avec un synthé ou quoi que ce soit sur le logiciel de production, et je crée une base de prod, de réal instrumental comme ça, et par-dessus je vais faire les mélodies des voix, et en même temps je vais trouver des sonorités qui me plaisent, et ensuite je construis l'histoire. Donc en fait les paroles, c'est ce que je fais en dernier, même si en faisant la musique je suis quasiment tout le temps sûr de quoi je parle à travers la musique, et j'essaye juste de retranscrire dans les paroles ce que raconte la musique en fait. Et pour moi les deux sont tout autant importants, la musique comme les paroles. Et est-ce que justement, au moment où tu as commencé à écrire ces paroles, tu t'es dit, je vais essayer de faire un album où je parle des différentes formes d'amour, ou ça c'est venu finalement après, t'as compris le fil conducteur entre toutes tes chansons? Bah, c'est venu naturellement dès le départ, parce que toutes les chansons que j'ai sorties depuis le début de ma carrière abordent à peu près les mêmes thèmes, donc c'est quelque chose que j'aime raconter, et, c'est des thèmes dans lesquels je me sens à l'aise, et dans lesquels j'aime aller chercher de la profondeur et de l'histoire, quoi. Je pense qu'une chanson, c'est un message, c'est musical, mais ça raconte aussi une histoire, et c'est super important de raconter une histoire. Et si justement tu as vécu en partie en Angleterre, en partie en France, est-ce que c'était naturel pour toi d'écrire en français? Oui.
Et c'était aussi très naturel à un moment pour moi d'écrire en anglais. Mais je pense que c'est plus facile d'écrire en anglais parce que c'est une langue qui est plus simple et plus fluide musicalement parlant. Mais ça a toujours été une évidence pour moi le français parce que je suis français tout simplement et que j'ai toujours écouté de la musique en français et je pourrais jamais raconter quelque chose de plus honnête que si je le racontais en français. Donc, puisque c'est la langue dans laquelle je pense. Donc voilà. Et l'industrie musicale, j'imagine que ça fait une grande différence si tu es en France ou en Angleterre. Est-ce que tu as eu l'impression de devoir choisir un des deux aussi ou ça allait de ça? Non, j'ai pas eu l'impression d'avoir c'est une très bonne question. Je me suis jamais senti anglais. Je me suis jamais senti euh, américain. Donc au final, ça a jamais été une idée pour moi de d'aller conquérir le marché anglais. C'est pas, enfin, j'ai même pas pensé à ça. Donc je me suis toujours dit que ma place, elle était plutôt en France. Et en France, effectivement, c'est plus simple pour tout le monde si on chante en français. Donc je me suis naturellement dirigé vers la France et le français. Enfin, c'était même pas un choix, c'était logique. Parce que je me suis toujours senti chez moi en France. Plus que à Londres, c'était juste un détail de ma vie, quoi. Ah voilà, oui, tu le vois vraiment comme ça. Ouais, c'était plus ouais, une petite étape de vie. Tu disais donc que toute ta famille était passionnée par la musique. Est-ce qu'aujourd'hui, Ouais. dans tes frères et sœurs, t'as inspiré d'autres personnes, d'autres de tes frères et sœurs pour faire une carrière artistique? Euh, Non, je pense pas les avoir inspirés. Je pense qu'ils font tous leur chemin à leur manière et que on a, on est 5 frères et sœurs, tu vois, donc on est beaucoup. On a tous notre personnalité bien à nous et on se rejoint tous sur certains points. Sur le point qu'on est tous à peu près artistes. J'ai une sœur qui adore la mode, les vêtements, et qui coud, etc. Un frère qui adore le cinéma, le théâtre. Un frère qui adore le rock. Enfin bref, on se rejoint tous sur certains sujets. Mais je pense qu'on a tous notre personnalité assez forte et qu'on s'inspire les uns les autres, mais on s'influence pas vraiment. Ok. C'est quoi aujourd'hui la richesse de ton métier? Quelle question profonde. La richesse de mon métier. La liberté. La liberté à travers déjà ce que je propose aux gens. Je propose pas des meubles ou quelque chose d'utile, je propose du divertissement, je propose des émotions. Donc c'est quand même quelque chose de profond et qui peut parfois être pesant, mais c'est une richesse, je pense. Et c'est quelque chose de très personnel. Donc je pense que c'est une liberté de fou. Et, euh, et ouais, juste le fait d'être dans un milieu artistique, c'est quelque chose de passionnant parce qu'on rencontre des gens passionnants. Et c'est un milieu qui est très ouvert d'esprit, qui est très dans le partage, je pense. Même si on peut entendre beaucoup de choses négatives sur les industries de la musique, etc. Pour moi, c'est un milieu où il y a beaucoup quand même de positivité, de bienveillance, de richesse, que ça soit culturel. Enfin, quand ton métier c'est la culture, forcément, la richesse, elle se trouve là-dedans, quoi. C'est clair, et en même temps, je trouve qu'il y a... Enfin, je le mentionne des fois dans le podcast, je trouve que dans cette forme de liberté, euh, cette forme de liberté n'est pas toujours facile à apprivoiser, en fait, Ouais, dans le sens... Tu vois, je suis intermittente du spectacle aussi. Il y a des moments où, des jours, je me lève, je me dis, mais alors c'est génial, mais j'ai plein de projets, mais c'est super, ça va trop bien se passer. Et des jours, je me dis, je n'arriverai jamais à rien. Tu bien vois, sûr. et je trouve qu'en fait, quand on n'a pas de routine, là, d'un Ouais, côté, ce côté, on ressent la liberté comme une richesse les jours où ça va bien. ouais, bien Et sûr. les jours où on doute, la liberté, elle est horrible. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut une routine, je pense. Ouais. Même si c'est pas lié uniquement à ce qu'on fait professionnellement, il faut une routine quand on n'a pas un travail de bureau tous les jours, je pense que c'est dangereux en fait. Et il faut une routine, faut se caler des choses à faire toute la journée et il faut se réveiller tôt le matin. Sinon, je pense qu'on devient fou et c'est hyper dangereux. Et ça, c'est mon pire cauchemar. De pas me réveiller tôt le matin, de me réveiller genre à midi et de penser que c'est la vraie vie, ça me ferait trop peur. Et t'arrives à te l'imposer tout le temps, cette Ouais, routine? ça par contre, je suis hyper strict avec moi-même. Ouais. Et du départ, t'as pas eu à apprendre justement de tes erreurs? Non, parce que j'ai jamais aimé être en décalage avec mes amis ou les autres gens qui ont mon âge et enfin, ça serait super bizarre je serais trop en décalage avec le reste de mon entourage et je peux pas me permettre de me réveiller à n'importe quelle heure et de me coucher, de sortir tous les soirs et faire n'importe quoi de ma vie. Donc non, sur ça, je pense être plutôt strict quand même. Ah, c'est une vraie force, ça.
Bah merci, je sais pas si c'est une force. Peut-être que, ouais, je sais pas. Peut-être que la force, c'est l'inverse. Peut-être que c'est ceux qui ont une vie complètement rock'n'roll et qui arrivent à sortir, boire de l'alcool, fumer des clopes et le lendemain, ils arrivent à faire ce qu'ils doivent faire parfaitement. Peut-être que c'est ça, c'est une force aussi. Hein. Ouais, je crois que ça marche pas toute la moi, vie, si ça. j'ai pas un cadre et que je me couche pas tôt, je sais qu'après, je vais mal. Donc, Ouais, t'as raison. donc ouais, c'est une question d'équilibre et il faut être sain. Un maximum, quoi. Faut pas être chiant non plus, mais c'est important d'être sain quand même. Ouais, faire de son mieux en tout cas avec ça. Ouais. Est-ce que t'as une tournée ou des dates prévues avec cet album? Pas encore, mais j'ai très hâte de partager des dates à mon public bientôt. Donc on va renvoyer vers tes réseaux sociaux Ouais, pour tout ça. bien sûr. De toute façon, je poste tout sur Instagram et TikTok aussi, mais plus Instagram. Ok. Il y a une question avec laquelle je conclue toujours le podcast, Oui. c'est si toi aujourd'hui tu pouvais parler au Samuel Petit Oui. qui se passionne pour la musique, Oui. qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais... C'est une super bonne question parce que d'un côté, on a envie de rassurer ou de prévenir un peu notre soi-même enfant de plein de choses, mais c'est un peu les trucs durs et les trucs négatifs qui ont fait que on devient la personne qu'on est aujourd'hui. Donc moi, je lui dirais juste... Aie confiance, fais la même chose que tu as fait, simplement sois peut-être plus patient et plus prudent. Mais voilà, je pense que la patience c'est important et d'écouter les gens avec qui on travaille un maximum, même si parfois ils ont tort, mais il faut quand même écouter parce qu'on n'a jamais à perdre à être ouvert d'esprit, à écouter les conseils des autres et ouais, à bien s'entourer et y croire et rêver. Mais pas trop rêver. Ouais. Je pense que Rester quand même terre à c'est important terre. de rêver, mais pas trop. Mhm. Voilà. Normalement, je pose vraiment jamais de questions après celle-là, mais Ok. le fait que tu insistes sur il faut être prudent, Ouais. ça me donne envie de te demander pourquoi. Prudent. Alors, j'ai jamais vécu de trucs très graves, hein, mais au tout début de ma carrière, j'avais rencontré une équipe qui m'avait entouré, une équipe de producteurs qui m'avait entouré, et c'était littéralement pas une bonne équipe, c'était pas quelque chose qui me correspondait, c'est pas quelque chose qui était positif pour la suite de ma carrière. Donc, si j'avais été un tout petit peu plus prudent, que j'avais pris le temps de comprendre là où je voulais aller et de comprendre là où ces gens voulaient m'emmener, j'aurais peut-être gagné du temps. Juste prudent dans ce sens-là, dans le sens où il faut être prudent pour être plus malin, pour être plus efficace, mais bien évidemment qu'il faut être prudent dans la vie en général avec les gens qu'on rencontre, surtout quand on fait quelque chose et qu'on commence quand on est jeune, c'est hyper important. C'est clair, oui, parce que tu te connais pas encore, donc en fait c'est compliqué d'arriver avec un projet. Et on connaît précis. rien surtout à l'industrie, on sait pas comment ça fonctionne, donc on pense que la moindre opportunité qu'on nous propose, c'est une opportunité en or. Et il faut être prudent, parce que non, parfois il y a des opportunités, même si ça paraît cool, vaut mieux s'en préserver et avancer plus lentement mais plus sûrement. Ouais, c'est très important de le rappeler. Ouais. Merci beaucoup d'être venue dans le podcast. Merci à toi, Justine. Merci. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.